Entretien politique avec Raphaël Sodi, bonjour. Bonjour. Vous êtes préfet délégué pour l'égalité des chances dans les Yvelines. Alors, c'est une fonction que peut-être les gens ne connaissent pas forcément bien. On va essayer d'expliquer, voilà, quel est votre rôle, quelle est votre fonction. Alors, c'est une fonction qui a été créée en 2005, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une fonction qui a été créée en 2005, mais pas à l'époque dans le département des Yvelines. En Île-de-France, il n'y avait que la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise et l'Essonne qui avaient un préfet délégué pour l'égalité des chances. Et en 2020, donc très récemment, le gouvernement a décidé de créer un préfet délégué pour l'égalité des chances dans tous les départements d'Île-de-France. Et c'est vous qui avez été nommé. C'était en août 2020, donc exactement. Ça fait à peine un peu plus d'un an, maintenant. Donc on va parler. C'est vrai que oui, ça a été créé dans un certain nombre de départements. Et le rôle, au fond, au départ, c'était parfois d'apaiser des tensions, non, dans certains quartiers. C'est pas juste d'apaiser des tensions. Non, au début, en tout cas. C'est vrai que le contexte dans lequel il a été créé, ont été créés des préfets délégués pour l'égalité des chances, était marqué par les émeutes de banlieue qui avaient eu lieu au cours de l'année 2005. Toutefois, le rôle du préfet délégué pour l'égalité des chances, c'est pas juste d'apaiser des tensions. On est d'abord ici pour incarner une promesse républicaine, qui est la promesse d'égalité des chances, une promesse difficile à tenir, mais pour laquelle les préfets délégués pour l'égalité des chances se battent au quotidien, d'abord dans les territoires en politique de la ville, mais aussi pour l'ensemble de nos compatriotes qui sont dans le besoin, dans la difficulté ou dans la souffrance et qui ont besoin du soutien de l'État pour parvenir à une pleine émancipation. Alors justement, on va reprendre un peu les textes et rendre plus effectif le pacte républicain, promouvoir la cohésion sociale, lutter contre les discriminations, favoriser l'intégration des populations et immigrés, en tenant compte de la spécificité de chaque territoire. Alors, est-ce qu'il y a... Ça veut dire quoi? À la fois intégrer et tenir compte des spécificités? Alors, ça veut dire que le rôle du préfet délégué pour l'égalité des chances se déploie d'abord dans les territoires en politique de la ville, qui sont les territoires les plus en difficulté de notre pays, sont les territoires qui concentrent le plus de pauvreté. Et c'est vrai qu'une grande partie de mes missions concerne ces territoires. À peu près la moitié de mes missions concerne ces territoires, avec deux grands axes. La rénovation urbaine, qui est pour moi très importante, parce qu'on ne crée pas les conditions d'égalité des chances s'il n'y a pas de la mixité sociale dans chaque quartier. Et on ne crée pas de mixité sociale s'il n'y a pas un urbanisme qui permet cette mixité sociale, avec une mixité de logement, etc. Et puis des actions de soutien à la politique de la ville, aux jeunes notamment dans ces quartiers qui ont besoin du soutien de l'action publique pour parvenir à s'émanciper. Mais ce n'est pas la seule fonction que l'on a, parce que les difficultés à atteindre le plein respect du pacte républicain ne se bornent pas aux quartiers en politique de la ville. Donc on a aussi toute une action pour favoriser l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, pour l'accès à l'hébergement, c'est une problématique importante sur le département des Yvelines, pour l'accès au logement et pour la lutte contre les discriminations, vous l'avez mentionné, on pourra y revenir, c'est aussi une problématique très importante sur ce territoire. Je reviens à ce que vous disiez justement sur la mixité sociale, c'est au fond... alors, je ne veux pas distribuer des responsabilités, mais il y a peut-être eu parfois une politique de ghetto, au fond, ou des ghettos, enfin, politique, ou en tout cas des ghettos qui se sont constitués. Voilà. Est-ce que c'est une politique? Je ne crois pas. Il n'y a jamais une volonté. Réalité, en tout cas, voilà. Il n'y a jamais une volonté consciente d'un dirigeant politique, quel qu'il soit, de dire bah là, on va constituer un ghetto, ce sera mieux. Il y a une tendance assez naturelle des habitats sociaux à se regrouper, ou des politiques à construire de l'habitat social sur un même territoire, et puis d'autres communes à se protéger de l'habitat social, et ça peut constituer au bout d'un moment, si on n'y prend pas garde, des ghettos dans un certain nombre de territoires. L'histoire en France a été marquée par cette réalité, qu'on a construit de grands ensembles sociaux dans les années 60 pour lutter contre les bidonvilles, et la constitution de ces grands ensembles a coïncidé avec la désindustrialisation. Et donc ces grands ensembles sont progressivement appauvris, vidés de leur classe moyenne, et ont progressivement constitué des ghettos. Et tout le travail que nous mettons en place, c'est justement de lutter contre ce regroupement de la pauvreté, des difficultés d'intégration dans des mêmes territoires. C'est un travail qui est très difficile, qui est long, qui est fastidieux, qui est souvent caricaturé, mais qui porte des fruits. Moi, je défends, et à preuve à l'appui, que la politique de la ville, la politique de rénovation urbaine, ça marche.
ça produit des résultats et ça permet à la France de faire vivre son pacte républicain, même si c'est des résultats qui sont modestes et même si la politique est difficile. Mais c'est vrai que, pour en avoir parlé avec des responsables locaux, par exemple à Chanteloup-les-Vignes, ils disent que maintenant, il y a une certaine fierté des habitants à habiter un quartier, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années. On a à Chanteloup-les-Vignes, à Mantes-la-Jolie, au Mureaux. Les quartiers de politique de la ville, c'est quoi? C'est Chanteloup. On a des quartiers en politique de la ville à Poissy. Le quartier le plus important en taille, c'est Mantes-la-Jolie, c'est le Val-Forêt, plus de 20 000 habitants. C'est le plus grand. C'est le plus grand de France. Ouais, c'est un quartier qui est très, très emblématique de la politique de la ville. On a les Mureaux, qui est un quartier aussi connu. On a Trappes, qui fait souvent la une des médias pour de mauvaises raisons, alors que c'est un quartier dans lequel il se passe des choses formidables aussi. Voilà, on a un certain nombre de quartiers dans notre territoire, d'autres qui sont moins connus, La Verrière, Maurepas. On a des quartiers en politique de la ville. On a en tout plus d'une vingtaine de quartiers en politique de la ville sur 16 communes dans le département des Yvelines. Donc c'est quand même une réalité tangible. Je reviens à cette phrase, tenir compte des spécificités de chaque territoire. Jusqu'où on peut aller dans des politiques peut-être de discrimination positive en respectant les principes républicains? La discrimination positive. Alors, la discrimination positive est un terme qui est directement tiré du droit américain. Et c'est vrai qu'on serait souvent mal à l'aise pour le reprendre à notre compte. En revanche, vous savez, donner plus à ceux qui ont le moins, c'est une idée qui est vieille comme la République. C'est pas une idée qui est une idée de discrimination positive. Ce qui est interdit en France, c'est de faire des discriminations en fonction de la couleur de peau, par exemple. Mais donner plus à un quartier qui a le moins, faire une opération de rénovation urbaine où des financements publics vont intervenir pour aider, par exemple, Mantes-la-Jolie à transformer son centre-ville, ça, c'est une politique qui est éminemment républicaine et qui ne heurte aucun principe. Donner plus, par exemple, parce qu'on va aider l'emploi dans les quartiers en politique de la ville par une politique d'emploi franc, c'est une politique qui est républicaine. Voilà. Donc je crois que ce qui est interdit, et heureusement interdit, c'est de segmenter la population en fonction de l'origine ethnique, culturelle des habitants. Ça, c'est anti-républicain. Donner plus à ceux qui ont le moins, c'est une politique qui est vieille comme la République et qui est pleinement légitime et pleinement attendue par les Français. Je reviens à l'idée de pacte républicain. Je crois que c'est le président de la République, Emmanuel Macron, dans ce discours des Mureaux, disait qu'il faudra rendre la République plus attirante. Ça veut dire quoi? Une question. Je ne vous demande pas d'être l'interprète. Voilà, je ne veux pas donner. C'est toujours dangereux d'être l'exégèse du président de la République. Parce que si en pratique, moi je crois que c'est important dans les quartiers, parce que je pense que son discours des Mureaux s'adressait notamment à une population dans les quartiers en politique de la ville qui peut se sentir à certains moments abandonnée par l'État ou laissée pour compte, donner à ces quartiers le sentiment, et pas que le sentiment, des exemples concrets d'une réussite et d'une pleine appartenance à la République et à sa promesse républicaine. Mais, enfin, je veux dire, si c'est que des mots, ça ne donnera pas... Le pacte républicain, on parle beaucoup du pacte républicain, c'est quoi, le sentiment d'appartenir à... Il y a une double dimension, je pense. Effectivement, comme vous le mentionnez, il y a un sentiment d'appartenir à un tout qui nous dépasse, il y a un sentiment de fierté nationale et de participer à un ensemble plus grand que nous, qui forme une communauté de valeurs et de destin, qui est la République. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a autre chose dans la promesse républicaine, qui est une promesse d'émancipation. C'est le fait que, quel que soit votre lieu de naissance, quelle que soit l'origine de vos parents, quel que soit leur parcours antérieur, vous ayez accès aux mêmes chances de réussite. Et c'est ça qui est au cœur, je trouve, de la promesse républicaine. C'est compliqué à faire vivre parce que la réalité de la vie amène à une reproduction sociale. Donc ça nécessite un combat permanent. Disons-le, en France, on a des progrès à faire. Je pense que c'est à ça que le président de la République faisait allusion. C'est-à-dire qu'on sait que pour un enfant qui naît dans une famille pauvre, il faudra un certain nombre de générations. On nous dit 6 générations pour arriver au niveau moyen. Alors c'est des calculs
qu'on peut discuter, mais, oui, mais ça donne une ordre de grandeur, un ordre de grandeur de la difficulté de la tâche qui est devant nous. Et en même temps, si, et on le voit au quotidien, si pour un jeune des quartiers, si pour un jeune qui vit dans un milieu rural pauvre, si pour il a le sentiment qu'il est enfermé dans sa réalité sociale et que rien ne pourra l'extraire de sa réalité sociale et qu'il est condamné à ne pas réussir, alors on a beaucoup de désespoir dans notre société et on peut avoir même une crise politique assez profonde. Donc c'est vraiment un travail de tous les instants et c'est un travail qui est très important de remettre par des politiques actives, par des politiques d'éducation, par des politiques d'emploi, par des politiques aussi de soutien aux associations, par des politiques urbaines, un peu d'égalité des chances dans nos territoires. Vous parlez de la reproduction sociale, c'est vrai, on entend beaucoup dire l'ascenseur social est en panne, l'ascenseur républicain même est en panne. Est-ce que c'est votre sentiment ou vous pensez que justement il y a des... C'est peut-être une vision un peu faussée de la réalité des choses. Je pense qu'il y a vraiment eu une crise avec justement ce dont je parlais tout à l'heure, la désindustrialisation, la perte des emplois non qualifiés, l'arrivée dans un pays de chômage de masse. On a eu une vraie difficulté avec notre ascenseur social. Je veux un exemple qui singularise la France et qui nous met toujours en difficulté, c'est le chômage des jeunes. Quand vous avez une grande partie de la population jeune qui est au chômage, que ce sont les moins qualifiés, voilà, 25%, 20%, que ce sont les moins qualifiés. Voilà, donc vous privez en fait toute une série de notre jeunesse d'un accès rapide au marché du travail et donc d'une possibilité de rattraper les inégalités de naissance qui ont fait qu'ils ont cette jeunesse moins réussie à l'école, par exemple. Toutefois, les choses s'améliorent. Et enfin, je ne veux pas être... Oui, on peut être un peu optimiste quand même. Deux éléments d'espoir là-dessus. On voit dans les quartiers de plus en plus toute une jeunesse qui réussit par l'école, par exemple. Oui. Les conventions Sciences Po ont fait énormément de bien dans nos quartiers. Tous les dispositifs d'égalité des chances font énormément de bien dans les quartiers. Puis on voit des jeunes qui réussissent, indépendamment même de ces dispositifs. Qui s'insèrent professionnellement, qui réussissent à monter des start-up et qui sont l'élite de la France de demain. Et ça fait d'abord plaisir à voir et ça marche. Et puis on a un certain nombre de révolutions silencieuses qui se passent dans le pays, qui permettent d'améliorer l'accès des jeunes à l'emploi. Je pense par exemple à l'apprentissage. On a une vraie explosion de l'apprentissage, malgré le contexte sanitaire qui ne s'est pas démenti. Donc on a des facteurs d'espoir, mais l'ascenseur social, c'est aussi une politique active qui est difficile et qui consiste à se battre contre la tendance naturelle des inégalités à se reproduire. Alors on entend souvent aussi dire qu'il y a certains quartiers qui ne sont plus dans la République, qui obéissent à d'autres lois. C'est vrai ça ou c'est un fantasme ? Il y a une très large part de fantasmes, c'est-à-dire que ceux qui disent ça, généralement, ne vivent pas dans ces quartiers, ne sont pas au contact de ces quartiers. Donc il y a une très large part de fantasmes qui s'alimentent, c'est vrai, il faut le dire, sur le fait que dans un certain nombre de quartiers, on a assisté à une forme de repli communautaire qui a beaucoup de causes. On peut y voir d'abord la cause de ce dont on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que là où la République recule, là où la promesse républicaine n'est pas tenue, le risque de se replier sur sa communauté d'origine, fantasmée, peut être grand. On a aussi ce repli communautaire à des causes qui nous viennent de l'extérieur. On a des pays qui ont une politique active de promotion, notamment d'un islam rigoriste, qui constitue une influence étrangère contre lesquelles il faut lutter. Ça existe vraiment. Ça existe vraiment. C'est un des thèmes de l'élection présidentielle. On entend beaucoup parler. Non, mais ça n'est pas. Tout n'est pas fantasmé. Maintenant, de là à dire, comme on l'entend parfois, que ces quartiers sont perdus, qu'il n'y a rien à faire, que tout est. Non, alors ça, par contre, c'est absolument faux. Il y a des manifestations de repli communautaire qui sont préoccupantes, contre lesquelles il faut lutter. On a fait voter une loi récemment qui, je crois, donne beaucoup d'outils aux préfets pour lutter efficacement contre les manifestations de repli communautaire là où elles sont inquiétantes, là où elles sont séparatistes.
En même temps, si j'ose dire, on a dans ces quartiers, y compris à Trappes, au Mureaux, à Mantes-la-Jolie, on a dans ces quartiers énormément de jeunes qui réussissent, qui font vivre les valeurs de la République et qui apportent un démenti à ceux qui disent que ces quartiers sont perdus. C'est pas manichéen, quoi. C'est pas blanc ou noir, Voilà. c'est un combat, c'est difficile, mais c'est un combat. Moi, mon sentiment, si je devais dire est-ce que ce combat pour les quartiers est perdu ou gagné, mon sentiment c'est qu'on va gagner. Vous avez un peu d'optimisme. Complètement. Alors, il y a l'islam et l'islamisme est un des thèmes importants de la campagne présidentielle. Il y a un autre thème dont on parle beaucoup, c'est celui de l'immigration. Alors, je ne vais pas vous demander de juger les propositions des candidats des uns et des autres. L'immigration, c'est pas votre rôle. C'est pas mon rôle. Mais vous êtes aussi un spécialiste de l'immigration. Vous avez occupé des fonctions importantes là-dessus. Mais est-ce que dans le territoire, notamment des Yvelines, il y a des concentrations d'immigration qui rendent justement difficile sur l'éducation, sur la difficulté de l'intégration, sur l'emploi? Alors, dans le territoire des Yvelines, l'essentiel de l'immigration, mais comme dans beaucoup de territoires français, ce que les Français perçoivent comme étant une immigration est beaucoup l'immigration passée, en fait. C'est-à-dire que les phénomènes migratoires qui sont constatés par les Français dans les quartiers en politique de la ville, c'est beaucoup des gens qui sont arrivés pendant les 30 Glorieuses et c'est beaucoup les enfants de ces personnes. D'accord. Donc on ne parle pas vraiment en vérité d'immigration. Alors c'est beaucoup dans les Yvelines, l'immigration marocaine, algérienne, sénégalaise, notamment, qui est important dans un certain nombre de territoires, mais qui date pour une très large part, pour une part majoritaire, et qui sont en vérité alors plutôt des enfants d'immigrés que des immigrés en tant que tels. Enfin, il y a les immigrés, mais il y a la deuxième génération maintenant qui est de nationalité française et qui se sent fondamentalement française dans son fort intérieur, qui se sent fondamentalement française, même si elle sait qu'elle a une origine étrangère, même si parfois les discriminations la renvoient aussi à son origine étrangère. Mais donc, c'est difficile de lier, c'est ça que je veux dire, la politique d'immigration actuelle avec la réalité migratoire ressentie, parce que c'est une réalité migratoire qui provient très largement du passé. C'est ce qui rend très souvent les débats sur l'immigration un peu difficiles, parce qu'en fait, on mélange tout. On mélange la lutte contre les discriminations, les flux migratoires, la présence étrangère en France, la présence d'une population immigrée et de ses enfants en France. Bref, on mélange beaucoup de choses. Il y a les réfugiés. Voilà, on amalgame beaucoup de choses, ce qui fait que c'est souvent le discours sur l'immigration est souvent confus. Mais voilà, si vous m'interrogez sur la population immigrée dans les Yvelines, je dirais que c'est très souvent une population qui est arrivée maintenant il y a longtemps et qui a des enfants, souvent dans les quartiers en politique de la ville, mais pas exclusivement, qui se sentent pleinement français. Mais je reviens juste d'un mot à cette question de l'immigration, parce qu'elle est assez centrale dans les débats qu'on entend aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mesures depuis 30 ans, 40 ans, même beaucoup de lois, il y a aussi une politique européenne qui est importante en matière d'immigration. Et on a l'impression, au fond, que les choses ne changent pas tellement. Est-ce que c'est une bonne... Et quand on entend, en tout cas, les candidats dire maintenant, il faut prendre des mesures, alors qu'on a l'impression que des mesures ont été prises depuis longtemps. Non, il y a des choses qui ont changé sur la politique migratoire au cours des... Mais il faut prendre le temps long. C'est vrai que si vous regardez année après année, il y a des invariants. Mais il y a des choses qui ont changé. Je crois qu'il y a... la France se caractérise par 2 ou 3 éléments importants. D'abord, on a une immigration professionnelle qui est très réduite en France, et ça, c'est un choix qui a été fait en 1974, donc c'est vieux, et sur lequel on est assez peu revenu, parce qu'on avait eu une immigration professionnelle passée très importante. Il y a un deuxième choix qui a été fait, qui est assez structurant maintenant, qui est un choix qui a une quinzaine d'années, qui est de faire vivre les mobilités étudiantes. On accueille beaucoup, c'est quasiment aujourd'hui notre premier flux migratoire en France, 90 000 titres de séjour d'étudiants étrangers. C'est plutôt un élément du rayonnement. C'est pas une immigration qui reste, très majoritairement après leurs études, ils reviennent dans leur pays d'origine, et ça permet de développer la francophonie. Et puis, on a beaucoup en France une immigration familiale qui est liée au fait qu'on a une population antérieurement immigrée,
C'est le regroupement familial. Voilà, c'est le regroupement familial, c'est le fait d'épouser un étranger lorsqu'on est français, bref. C'est un certain nombre de phénomènes migratoires contre lesquels la capacité du pouvoir politique à lutter, c'est essentiellement lutter contre la fraude, lutter contre les abus, mais pour le reste, on ne peut pas interdire à un Français d'épouser un étranger et de vivre avec lui en France. Donc les outils sont nécessairement limités. Mais voilà, donc on a des invariants de la politique migratoire française que les lois tentent de faire vivre et d'adapter aux réalités des flux migratoires contemporains. Mais c'est pas, enfin, il y a rien là de très choquant ou de très étonnant. C'est-à-dire que la France peut accueillir qui elle souhaite. Ah oui, absolument. Et après, enfin, les immigrés sont soit les papiers pour être là, soit ils sont dans une situation voilà. Après, la politique migratoire est une politique. Les principes sont relativement simples. Dont les principes sont simples, dont la mise en œuvre est complexe, parce qu'on est mais la mise en œuvre est complexe, absolument. On est très rapidement sur une patte humaine. Hein. C'est des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, c'est des histoires individuelles, des enfants. Donc c'est forcément une matière qui est complexe dans sa mise en œuvre, dans laquelle l'immixtion du droit est très forte. On touche très vite à la liberté d'aller et de venir, aux droits humains, donc c'est normal que ce soit une politique complexe. Après, il y a une partie de la complexité de la politique et une partie de la prolifération législative qui résulte du fait qu'on est dans une politique aussi très imbriquée dans le droit de l'Union européenne. Absolument. Et ce qui nécessite des ajustements très fréquents de la loi française pour tenir compte des évolutions européennes. Donc ça rajoute un élément de complexité supplémentaire. Mais c'est une politique passionnante. Et c'est une politique qui n'est pas si désespérante que les discours politiques, ou pas tellement politiques, polémiques, peuvent laisser croire. L'une de vos fonctions aussi, de vos missions, c'est d'être en relation avec les élus locaux. C'est une fonction. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, quels que soient les partis ou les idéologies, enfin, tout le monde tire dans le même sens? Alors, dans les Yvelines, on a quand même plutôt une... Alors, cela dit, dans les Yvelines, il y a peut-être une couleur politique. Il y a une couleur politique dominante, mais c'est pas dans la question. Dans les quartiers, on n'a pas peu d'affrontements, disons, politiques, de clivage politique très marqué, quelques exceptions près. Et puis, vous savez, sur la politique de la ville, moi, j'ai le sentiment que tout le monde tire un peu dans le même sens. En vérité, sur le fait, ce dont on discutait en début de l'émission, sur le fait qu'il faut faire vivre le pacte républicain, sur le fait qu'il faut donner à ceux qui ont le moins un peu plus pour qu'ils puissent saisir leur chance. Je crois qu'il y a une forme là-dessus d'union républicaine. Alors après, il y a des personnes qui sont des avis différents, tout existe, mais qui ne sont pas représentés parmi les grands élus locaux des Yvelines avec lesquels je travaille. Avec lesquels vous travaillez. Vous êtes en fonction, je le disais, depuis à peine un peu plus d'un an, donc on ne va pas tirer un bilan de votre... Mais est-ce qu'il y a dans l'exercice de cette fonction des choses qui vous ont surprise? Qui m'ont surprise. Je connaissais un peu la politique de la ville avant de venir. Je crois, en français plutôt. Des choses qui m'ont surpris. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, ce qui m'a... Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris en positif, en fait. Donc, je ne serais pas... Je serais pas négatif sur ce qui m'a surpris. J'essaie de trouver des choses qui m'ont surpris négativement. En vérité, j'en trouve pas. Ce qui m'a surpris positivement, c'est qu'on a des programmes en politique de la ville. J'avais toujours l'impression que la politique de la ville, c'était un peu du saupoudrage, d'actions diverses et variées, mais qui n'avaient pas vraiment de consistance ou de capacité à modifier les choses. Là, on a quand même des programmes, qu'il s'agisse de la rénovation urbaine, qu'il s'agisse de la politique éducative avec la constitution des cités éducatives. Bref, on a un certain nombre de programmes qui sont tout à fait robustes et qui peuvent, alors évidemment, il faut se laisser un peu de temps, mais qui peuvent, à mon avis, c'est pour ça que j'étais optimiste tout à l'heure, qui peuvent changer la donne, à mon sens, de manière déterminante dans les quartiers. Avec les cités éducatives, par exemple, c'est un programme qui est absolument remarquable. Enfin, on en avait parlé avec Catherine Arnoux pour Chanteloup-les-Vignes. On en a 5 maintenant sur le département des Yvelines. On espère en avoir d'autres dans les prochaines vagues. Et c'est vrai que c'est un programme qui est tout à fait intéressant parce qu'il met en relation l'éducation nationale et l'ensemble
de l'environnement éducatif de l'enfant pour lui donner toutes les chances de réussir et faire en sorte même qu'il y ait dans les quartiers en politique de la ville des territoires d'excellence. Et on a vu récemment à Mantes-la-Jolie un collège innovant qui s'est ouvert, qui est aussi un établissement d'excellence. Donc on va, je pense, réussir à changer les choses dans les quartiers. Dans ce qui m'a surpris peut-être plus négativement, allez, peut-être deux choses quand même pour essayer de faire la balance. Oui, d'être objectif. La vigueur du repli communautaire dans certains quartiers m'a pas surpris parce que je m'y attendais, mais c'est quand même un sujet de préoccupation et je crois qu'il faut que les pouvoirs publics soient très vigilants. On l'est, hein, au quotidien, mais il faut l'être. Oui, mais ça va un petit peu de même le sentiment d'être discriminé, d'être différent dans les quartiers, la vigueur du sentiment d'être discriminé dans les quartiers en politique de la ville, qui parfois juste un sentiment, qui est parfois malheureusement une réalité. Ça fait partie des choses qui m'ont surpris ou qui m'ont interpellé. Merci infiniment, monsieur le préfet. Voilà, on voit que vous n'êtes pas une sorte de Sisyphe qui monte un rocher qui retombe, non, hein, il tient un peu. On espère qu'il tienne un peu. On espère qu'il tienne un peu. Non, et l'État en général n'est pas un Sisyphe qui monte un rocher qui retombe. Les politiques publiques produisent des effets, mais c'est des effets de long terme qui vont plus vite qu'une polémique sur CNews. Merci beaucoup, Raphaël Sodini. Merci beaucoup.